de sortie illicite d'enfants adoptés est tombée. Accordant avec l'admission de ces consciences à ces femmes, à 6 mois de service pénal principal et à une amende de 300 000 francs congolais. L'émotion est grande pour le chef de la prévenue qui, après le prononcé, s'évanouit. C'est au clinique Ngaliema qu'elle reprendra conscience. Oui, bien pourtant, elle aurait carrément dû éviter d'en arriver là. C'est là, simplement, en respectant la loi de la République démocratique du Congo en matière d'abord d'adoption, qui n'autorise pas un ou une célibataire d'adopter, conformément à l'article 20 de la loi numéro 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant, et mieux, plus récemment encore, la mesure interdisant la sortie pour enfants adoptés publiée le 25 septembre 2013 par la Direction générale des migrations, et ce, jusqu'à nouvel ordre, vu que les décisions d'adoption étaient truffées de beaucoup d'irrégularités. La condamnée s'est rendue coupable, l'ambassade de Belgique avec elle, en obtenant pour l'une et délivrant pour l'autre, à l'enfant Agnès Imani Sénéchal, un document de voyage provisoire ou Emergency Travel Document pouvant permettre à cette dernière de quitter le territoire congolais, bravant ainsi la mesure du 25 septembre. Que d'infractions à mettre à leur actif! 6 mois de servitude pénale principale est suffisant vu la gravité des faits. Néanmoins, il convient de faire remarquer que l'on ne s'amuse pas impunément avec les lois d'un pays, même s'il n'est pas le vôtre. Le gouvernement congolais, dans sa lutte contre l'impunité, ne tolérera plus que quiconque continue de fouler aux pieds ses lois et réglementations. Et pour ce qui concerne les enfants, notez bien que le trafic illicite d'enfants, au mieux la traite d'enfants voilés sous forme d'adoption, est une infraction internationale sévèrement punissable. Rappelons par ailleurs que même les chefs de police d'Afrique centrale, se réunissant à Kinshasa pour leur 14e session, se sont proposés d'étudier de fond en comble cette question de traite d'enfants. Voilà, trafic d'enfants. Et c'est bien aimé, hein? Trafic d'enfants. Donc, Hippolyte Kanambe. Hippolyte Kanambe a mené beaucoup de désordre en RDC. Hein? Donc, on vole les enfants. Trafic d'enfants, c'est bien. Hein? Mais il y a trafic de minéraux en RDC, trafic d'enfants, et il y a trafic d'organes. Parce que dans tous les pays africains, quand il y a les guerres, des guerres menées par la communauté internationale qui donne des armes, mais il y a trafic d'organes. Chez moi, au Congo-Brazzaville, aux poules, ça sont des ceux quand ils tuent. Il y a trafic d'organes. La Croix-Rouge, Red Cross, ils prennent les organes, ils mettent dans des glacières. Il y a la glace. Et des avions, des petits avions, ça décolle. Direction l'Europe. Direction les États-Unis. Parce qu'il faut mettre les organes à des riches qui sont dans des grands hôpitaux, qui ont besoin des organes. Voilà. Donc l'Afrique devient le terrain des ventes d'organes. Peuple africain, il faut sortir de là. Ça fait immensément mal. Il faut sortir de là. Ça fait mal. On ne peut plus continuer. Excuse me, please. On va suivre un peu un truc pour comprendre, parce que ça fait mal. Hein? Ça, c'est important. Mais ici, je vais beaucoup plus parler des gens, des Congolais, dont on fait ces messages. Le premier, c'est Patrice Emery Lumumba. Après l'indépendance, il avait déjà pressenti. À Kinshasa, il a fait une conférence de presse. Ça passe souvent sur le télé 7 là. Le Congo risque de balkaniser, donc l'équipement du Congo c'est demain. Il dit balkaniser, pas balkaniser. Donc il a dit par rapport à la situation qui s'est passée au Katanga, la situation katangaise, il présentait déjà ça. Il a dénoncé. Au même moment, il y avait des militaires qui avaient occupé le Congo, parce que après l'indépendance. Il pensait que si nous ne faisons pas attention, on va essayer un peu de faire imploser le Congo. Donc, les membres de l'organisation
je ne suis pas le fait d'en parler. Le premier, c'est le monde, c'est congolais. Deuxième personne, c'est Musée. Et beaucoup de gens, comme j'ai dit, notre faiblesse, c'est l'absence de lecture. Si vous prenez les discours de Musée, les derniers, moi j'appelle un testament après le testament de Lumumba, dans ce discours, Musée explique que la guerre qui a été éclatée en 1998, pardon. Cette guerre, si on ne fait pas attention, ça va déboucher sur l'implosion du Congo. Et beaucoup de Congolais ne comprennent pas ça. Vous savez, parce que le témoignage de M. Diana. Diana du Poupa, avant qu'on assiste au musée, 3 mois avant, il avait publié un article dans le journal Avenir. Il dit Musée ne va pas survivre dans 3 mois, il sera assassiné. Et Diana a eu la chance d'aller voir Musée. Musée l'a invité. Et Musée lui a dit clairement, on me demande de faire des choses que je ne peux pas accepter. Je sais qu'on pourra m'assassiner. Vous qui restez, continuez la lutte. Et qu'est-ce que vous demandez à Musée? Je pense que beaucoup de gens se rappellent. Ne jamais trahir. Vous allez comprendre qu'il y a beaucoup d'enjeux. Notre pays, c'est un enjeu important qui capitalise occidental prédateur depuis 1885. Et dernièrement, vous avez suivi le président Kabila. Et ce qui m'étonne, c'est de voir que nos journalistes ne font pas un effort. Il y a une question qu'on a posée au président Kabila, Joseph, par un journaliste d'Antenne A, lui demandant, Monsieur le Président, quels sont vos succès et quels sont vos échecs, en quelque sorte. Et Kabila va répondre en disant, le succès c'est parce que les gens pensaient démembrer le Congo, et jusqu'aujourd'hui le Congo est toujours uni. Côté échec, vous vous rappelez, il a dit qu'on n'a pas pu, changer les Congolais, transformer. Donc, ça dit beaucoup de choses, mais normalement, si on avait des hommes lucides, c'était le moment de faire un débat de fait. Ça signifie quoi? Malheureusement, et nos journalistes, et nos intellectuels, tout le monde est dans des polémiques. Ce sont les 3 personnes, au moins ceux qui sont officielles, qui étaient officielles, qui parlent de la patriatisation. Mais quand vous partez en dehors de ces gens, le Congolais, vous avez en Occident des gens qui pensent que le Congo est trop grand, il faut les couper. Et ceux qui habitent ne sont pas à la hauteur de gérer le Congo. Je vous raconte cette histoire parce que ce n'est pas par hasard aujourd'hui que du côté de Télé 7, dans les temps, il y avait toutes de grandes conférences sur la balkanisation. Moi, quand j'étais à la francophonie, j'étais dans l'entourage d'Abdou Diouf. On était 2. Un Sénégalais et moi. Donc chaque fois qu'il y avait des sommets, j'assistais. Dans les journalistes. Donc j'ai fait à peu près 5 sommets. En 2008, nous sommes à Québec, donc au Canada. On nous a demandé de faire un article, donc nous 2, sur qu'est-ce que la francophonie peut apporter à l'Afrique. J'ai fait mon papier pour dire que la francophonie, nous sommes francophones. Les Rwandais et l'Ouganda sont des anglophones. Est-ce que la francophonie peut nous aider à mettre le Rwanda et l'Ouganda en dehors de frontières congolaises? L'article n'a pas été publié. On m'a payé $200 canadiens. J'ai protesté. Je vais partir voir les responsables. C'était le journal Le Soleil du Canada. Je dis, mais comment expliquer que mon article n'est pas sorti? Il me dira, non, vous pouvez comprendre, ça va sortir sur le site. Effectivement, après quelques jours, l'article est sorti. Après le sommet, je descends à Bruxelles. Je vois M. Mampaka. Il est actuellement, je ne sais pas si c'est Mampaka me dit, il y a des cartes qui circulent ici, où le Congo est coupé en morceaux. Je descends à Kinshasa, je vois Modeste Moutinda. J'explique des grandes informations que j'ai eues au Canada, c'est le comportement des Canadiens, mais aussi ce que Mampaka m'a raconté. J'ai réuni la rédaction du potentiel, parce que j'étais général. Moutinda faisait déjà la politique.
J'ai remis la direction générale du potentiel et Télé 7. J'explique aux gens, je dis que nous devons faire la campagne contre la balkanisation. Comme d'habitude, les gens me disent non, non, nous sommes des journalistes, ça ne nous concerne pas. Donc, comme j'étais patron, j'ai imposé. Ça suffit quoi. Quand vous êtes une élite, vous voyez plus que les autres, il ne faut pas se plier. Vous êtes chef, vous donnez la ligne. J'ai imposé à tout le monde, ça prendre ou à laisser. Aujourd'hui, ça fait 6 ans. Donc, ça fait à peu près 8 ans aujourd'hui. Mais pour qu'on impose le discours, il a fallu faire 6 ans. Conférence par conférence, émission par émission. Et ça m'a valu une invitation à Washington. J'étais au département pendant 21 jours. Je ne sais pas si votre frère qui est Bartou Bangoula, qui travaille chez Jeune Afrique. On a fait 21 jours pour comprendre comment la politique étrangère américaine fonctionne. Nous arrivons, nous discutons avec ces gens. Les discours étaient très clairs. L'histoire ne va plus se répéter. Vous avez trompé nos parents, ce n'est pas l'école. Nous, on a étudié avec eux. Ça marchera pas. Et la femme va me dire, donc il y avait une femme qui s'appelait Catherine, qui travaillait ici à l'ambassade américaine en 2000. Elle était même parmi les histoires de ceux qui ont organisé un peu, qui ont travaillé avec la Côte Salsis. Elle connaît très bien la question congolaise. Elle me prend de côté. Elle me dit, Monsieur Freddy, nous sommes inquiets pour votre pays. On ne voit pas les gens émerger. Parce que j'étais dans tous mes états. Ce qui est frappant, c'est de voir qu'ici vous avez peur. On arrive en Amérique, on me dit, vous avez toute la liberté. Donc, ce que je vous parle ici, je l'ai dit là-bas. Parce que les gens pensent qu'on a peur. Je l'ai dit au département d'État, je leur ai dit, l'histoire ne va plus se répéter. Et vous n'aurez pas bouffé le monde. Donc, ce sont des éléments qui peuvent expliquer aux gens ceux qui veulent nous dire que la balkanisation n'existe pas. C'est faux. Donc, il y a tout un projet. Mais jusqu'à présent, on sent qu'il y a des gens qui existent. Un jour, il y a M. Herman Cohen avec M. Wakabanga qui ont essayé, donc, qui ont fait l'interview, qui est passé sur Internet. C'était la télévision plus 243 comme ça. Wakabanga maintenant, il passe dans la ligne des presse. Wakabanga nous pose la question sur la situation du Kivu. Parce que nous, on avait attaqué Cohen, parce qu'il disait qu'il fallait que les Congolais acceptent le parrainage du Rwanda. Nous, on a dit pas question. On a fait même beaucoup de manchettes potentielles. Pour la toute première fois, Cohen dit il faut que les Congolais comprennent, il répondait à une question de Wakabanga, il faut que les Congolais comprennent que ça ne sert à rien de discuter. Donc, les deux Kivu appartiennent, même au département d'État, les deux Kivu appartiennent au Rwanda. Je reprends les titres. Pour la première fois, je suis parti à l'ambassade américaine. Une discussion. Ils me disent, les propos de Cohen n'engagent pas l'ambassade. Moi, je dis, c'est vrai. Mais moi, je connais comment la politique américaine fonctionne. Ça signifie que Cohen, c'est un lobbyiste. Quand on est lobbyiste, on porte comment dire, on fait la propagande ou bien on fait la campagne pour une idée. Or, cette idée, portée par Cohen, vient des multinationales. Et c'est les multinationales qui veulent contrôler les Congolais sont riches. Les Congolais ne sont même pas conscients. Nous pesons 24 000 milliards de dollars. Et pour les Occidentaux, surtout les Européens et les autres, nous ne méritons pas ces pays. C'est ça l'enjeu. Comme on est incapable, il faut les couper. Donc quand je vois les gens à Kinshasa en train de chanter, de danser, de boire, ça prouve qu'on n'est pas conscient des véritables enjeux. Cohen, c'est avec Sarkozy, ce sont des acteurs politiques. Mais ce qui est important ici, je pense qu'on a fait trop de campagnes contre la balkanisation. On ne va pas toutefois revenir sur la même chose. Comment s'en sortir? Première chose, c'est se ressourcer. Dans ces pays, on a eu des hommes et des femmes. Kimpavita, Kimbangu, Moulele, Mouzé Kabila. Ces gens ont sacrifié les vies pour ce pays. Si le monde est mort, c'est parce qu'ils ne voulaient pas que ce pays soit divisé. Si Mouzé est mort, c'est parce que ce pays ne voulait pas que ce pays soit divisé. Aujourd'hui, quand je vois les gens parler, je dis qu'ils n'ont pas le sens de l'histoire. Ceux qui ont le sens de l'histoire doivent se référer à tout moment de Lumumba, à ce discours, à tout moment Moussé, pour que l'histoire ne se répète pas.
Deuxième élément, ça c'est une conscience historique. Ce qui fait que quand on se retrouve ici, je pense que c'est déjà un progrès. Parce qu'actuellement, beaucoup de jeunes sont dans des bars en train de voir et de danser. Deuxième élément concernant la solution, vous savez, Lumumba, en 1960, 61, 60 à peu près, il y a eu une... je vais vous lire parce que j'ai mis les documents ici. Il y a eu une conférence panafricaine, je pense que notre ami en a parlé. Oui, je vais vous lire ce que Lumumba a dit à la conférence à tous les Africains. Et vous devez comprendre, si nous voulons demain nous mettre debout, il faut placer les combats dans le cadre panafricain. Arrêtez vos tribalismes. C'est ce qu'on appelle des problèmes secondaires. Ici, c'est la survie du Congo et la survie de l'Afrique pour éviter la nouvelle balkanisation. Lumumba dit ceci: si le Congo meurt, toute l'Afrique bascule dans la nuit de la défaite et de la servitude. Et notre sort commun se joue pour le moment ici au Congo. C'est ici en effet que se joue un nouvel acte de l'émancipation et de la réhabilitation de l'Afrique. Ça signifie que nous avons un rêve, se faire le Congo grand et puissant pour que l'Afrique soit debout. J'ai fait presque le tour de l'Afrique. Quand on regarde un Congolais, on a un autre regard. C'est vrai, on parle de la musique. Mais quand on regarde un Congolais, on voit Lumumba. Mais quand vous venez à Kinshasa, on ne parle pas de Lumumba. Donc, les Occidentaux, en commençant par des Belges, avec la complicité des élites congolaises, intellectuelles et politiques, on fait par tous les moyens pour que l'image de Lumumba ne puisse pas apparaître dans l'imaginaire collectif congolais. D'où les discours, si vous n'avez pas fait le discours devant les rois, on ne serait pas là où nous sommes. Et qu'est-ce que Lumumba fait? Mais sans Lumumba, je ne pense pas que nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. Lumumba a libéré l'imaginaire d'un peuple congolais, toute l'Afrique entière. C'est comme ça qu'il est valable. Donc, vous devez savoir, nous sommes dans un monde de rapport de force. Le monde est trop violent. Pour un peuple qui a connu l'esclavage, la traite négrière, la colonisation, et aujourd'hui nous sommes encore dominés. Donc il n'y a que des figures, des références, des repères. Mzee Kabila, Lumumba, Kimpavita et, comment dirais-je, Kimbangu, qui peuvent nous aider à prendre rendez-vous avec l'histoire. Ce qui se passe ici. Parce que beaucoup de gens n'ont pas étudié l'histoire. Rappelez, c'est pour moi ceux qui sont plus vieux. En 50, 1950, quand la BACO a publié le premier manifeste, personne ne croyait qu'on serait indépendant. Il y avait encore des Noirs qui disaient des Blancs très forts. Ça ne changera pas. Il y a des Belges qui pensaient que nous ne serons pas indépendants. Et les 30 juin, beaucoup ont fui. Le Congo est indépendant. Donc, s'il y a eu la première vague, j'appelle un peu l'indépendance, nous sommes dans la deuxième vague, de la nouvelle indépendance du Congo. Pour ceux qui ont beaucoup lu Colette Bachmann, il a publié un ouvrage vers la deuxième indépendance du Congo. Et je demande à beaucoup de gens de lire cette histoire. Parce que les gens pensaient qu'en tuant Lumumba, il n'y aurait pas un deuxième Lumumba. Musée est apparu. Surprise. On l'a assassiné. Ils pensaient qu'ils allaient mettre la main sur le Congo. Jusqu'aujourd'hui, le Congo les échappe. D'où la guerre. Mettez-vous en tête, la guerre va commencer bientôt. Et vous devez vous préparer. Tout le monde a peur de la guerre ici. Là, il y aura la guerre ici. Je ne sais pas, ça le problème avec notre presse. Il y a un article qui a été publié par Le Monde Afrique, le 30 janvier. Allez sur Internet, vous verrez ça. Dans cet article, on présente les portraits de Moussa. On dit qu'il reprend les maquis. Hier, il y a encore, je pense, le potentiel à publier un article sur Moïse Katumbi. Je n'ai pas retenu les titres. Il y a aussi Capitaine Chabagne, selon les informations montrées, je n'ai pas encore vérifié, qui a suivi sur une télévision de l'Afrique de l'Ouest, Capitaine qui dit on va prendre les armes. Ça signifie quoi? Tous ces discours sur la démocratie, l'alternance sont des faux discours. L'enjeu ici, c'est comment avoir des gens qui doivent être à la tête du Congo pour travailler pour l'Occident.
Donc nous sommes entrés dans une deuxième vague de libération du Congo. Et nous allons gagner. Parce que vous êtes en retard. L'Occident est fini. Et je demande à beaucoup de gens, beaucoup de politiciens ici, de faire et de lire des analyses géopolitiques. On a tendance à oublier. Vous passez votre temps ici, alternance, élection, vous passez votre temps. Tout dépendra de l'équipe de force des grandes puissances. Entre la Chine qui émerge et la Russie, et de l'autre côté l'Amérique. Est-ce que vous avez suivi les derniers documents sur la stratégie nationale de sécurité de l'Amérique? Il y a tout un dossier sur le Congo, pardon, sur l'Afrique. Heureusement que vous avez une presse des intellectuels aliénés. Ils n'ont pas le courage de vous dire. Nous sommes vers la deuxième indépendance. Tôt ou tard, si nous nous échouons, nos enfants vont le faire. Mais comme on ne comprend pas, beaucoup corrompus, inconscients, aliénés, vous attendez encore Muzungu Anasema. Ah, les Blancs ont dit. Maintenant, ce n'est plus les Blancs, la communauté internationale a dit. Donc, vous devez faire un effort pour libérer l'imaginaire. On a toujours des choses négatives parce qu'on n'a pas encore refait notre imaginaire. Comment le faire? C'est faire des références comme le Lumumba, regarder ces garçons trop jeunes, très beaux, intelligents, avec une belle femme, avec une belle voiture. Il a sa maison est sur le boulevard là. Parmi les évolués. Cet homme, il sacrifie sa vie pour ce pays. Vous avez Mzee, il pouvait accepter d'être comme un grand président, comme on dit ici, être proche des milieux occidentaux qui manipulent les Noirs. Mzee a sacrifié sa vie pour ce pays. Je pense que la chance que nous avons par rapport aux autres, nous avons des repères. Dans d'autres pays, il n'y a pas de repères. Donc vous devez être sûr qu'il neige ou qu'il pleuve, le Congo sera debout et l'Afrique sera debout. Et le développement de l'Afrique partira de chez nous. Donc vous devez avoir l'esprit de grandeur. Nous sommes un grand peuple, un peuple riche, un grand pays. Vous savez, c'est pas ce qu'on s'ignore. Quand j'ai fait ce magazine à Abidjan, quand on dit que c'est un Congolais, ils sont étonnés. Il y a Kamana qui est notre compatriote qui est à Goma. On était avec lui à Abidjan. Il a remis ce magazine à un Brésilien. Le Brésilien lui a fait une note en disant: j'ai lu tous les documents africains, mais celui-ci, ça prouve que les gens sont licites. Je pense que nous sommes le seul document africain. Le seul. Nous écrivons pour nous-mêmes. Nous sommes libérés de la tutelle intellectuelle de l'Occident. Je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me dire que Moulumba, ce que tu écris est faux. Je pense être vrai. Mais ici, chez nous, vous avez toujours tendance à privilégier l'étranger. Libérez votre imaginaire. Soyez fiers. Comme Lumumba. Devant les rois. Lumumba parle. Quand tous les autres nègres avaient peur. Non. Il faut être comme vous êtes. Donc, c'est qu'on parle, vous savez, vous comprenez, quand on parle du pays, il y a la passion. Parce qu'on ne le fait pas pour l'argent. C'est pour nos enfants et nos petits-enfants. Au moins, il faut qu'ils vivent dans un pays libre, un pays autonome et indépendant. Donc, je voudrais, conclusion. Donc, pour le moment, nous sommes, je dirais, ce qui nous arrive, nous sommes en pleine mutation du capitalisme. Cette mutation du capitalisme est provoquée par les nouvelles technologies. Actuellement, les pays qui sont plus avancés en matière, vous avez la Chine, vous avez l'Amérique, vous avez la Corée du Sud. L'Europe, c'est fini. Le seul pays en Europe qui peut tenir, c'est l'Allemagne. Bientôt, vous allez voir la France, même la Belgique, tout le monde tremble ici. Ce sera des petits villages. Parce que vous avez tendance à oublier l'histoire. Vous savez que les grandes puissances dans le temps, c'était le Portugal et l'Espagne. Où sont les Portugais aujourd'hui? Ils sont 400 000 en Angola. Ce pays qui, grâce à sa manne pétrolière, dépense des milliards pour se reconstruire après des décennies de guerre, est un Eldorado pour de nombreux Portugais fuyant la crise en Europe. On sait que plusieurs sociétés portugaises ont déjà des difficultés pour décrocher de nouveaux contrats, en particulier dans le secteur de la construction, où l'on constate des problèmes importants. Il y a aussi des problèmes qui persistent concernant les demandes de visa de travail déposées par les Portugais qui veulent venir travailler en Angola.
On sait qu'au consulat angolais au Portugal, un certain nombre de demandes ont été rejetées. Après avoir dû fermer boutique à Lisbonne, Isabelle et sa fille Caroline ont relancé leur activité de fleuriste à Luanda, aux côtés d'un ancien client angolais. On doit tout organiser à l'avance avant de quitter notre pays. On doit par exemple trouver où se loger sur place pour une somme raisonnable. Dans le secteur, les loyers sont parfois extrêmement chers. Le coût de la vie est très élevé. On doit faire attention à ce que l'on gagne et ne pas tout dépenser. En général, les migrants veulent épargner ou envoyer l'argent au pays, au Portugal. C'est pour cette raison qu'ils quittent leur patrie pour venir dans un pays plus solide d'un point de vue économique. Donc chaque chose a son temps. Nous devons nous préparer à prendre notre chose en main, notre destin en main, et ne plus accepter n'importe quelle domination. Le problème est qu'on a une culture d'esclaves. Quand on vous demande de vous prendre en charge, vous préférez toujours les partenaires, et surtout nos amis belges. J'ai fait une étude en Belgique, Sciences Po. Quand je vois les gens parler, ça me fait rire. Ça me fait rire. Tous ces petits Belges qui sont ici, c'est des gens de la rue, pour la plupart. Tu ne trouveras pas le milieu important belge. Ces personnes, on sait comment ils viennent chez les Noirs, là. Envoyez des médiocres. Mon professeur de Sciences Po, qui a dirigé mon mois de fin d'études, il a été ici en 59. Il a fait un travail sur les partis politiques congolais. Mais moi, j'ai fait aussi mon travail de fin d'études sur les partis politiques de l'Ivoire. Pourquoi on est parti vers un parti État. Ce qui m'a permis de travailler avec lui. Il m'a dit déjà à l'Opolville, il a le comportement des petits blancs, il ne comprend pas. Il me pose la question, mais Frédéric, comment vous pouvez accepter tous ces médiocres qui viennent chez vous dans les institutions? Ça, c'est la hauteur, c'est la qualité en Europe. Parce que quand tu es dans les milieux universitaires, c'est la vérité. Et quand tu es dans les milieux de moines, ceux qui connaissent les moines trappistes, ils sont à Bukavu, tout comme à Kassanza, au Bandundu, c'est la rigueur et le travail. Ils n'ont pas flatté. Donc, tous ces petits que vous voyez ici, ces petits Belges, vous devez vous armer pour se battre. Tout est question de rapport de force. Et pour ça, il faut d'abord ce plan intellectuel, vous libérer et travailler. Nous, on ne travaille pas. Je vois que tout le monde veut devenir docteur, professeur. On peut avoir beaucoup de professeurs docteurs et puis ne marche pas. Ça signifie que notre système éducatif ne produit pas des intellectuels. Donc le travail à faire, c'est apprendre. Apprendre beaucoup, travailler beaucoup. Pour quand vous avez des connaissances, vous avez le pouvoir. Malheureusement, on tient beaucoup plus au grade que par avec quelqu'un. Je suis professeur, je suis docteur. Non, ça c'est ce qu'on appelle des arguments d'autorité. Tu es professeur, quelqu'un qui est professeur en économie n'a pas de filière. Or, les sciences économiques, ce sont les sciences qui apprennent déjà comment gérer et comment faire l'argent. Comment toi, économique, est bien mis. Il y a un problème. Donc, je pense que nous avons une chance unique dans l'histoire. C'est libérer notre pays. Nous sommes entrés dans la deuxième phase du combat pour l'indépendance. Nous allons gagner. Le Congo sera debout et l'Afrique sera debout. Je vous remercie. Je pense qu'on va fêter le 30 juin. C'est le jour de notre indépendance. J'estime qu'il était quand même important qu'on parle. Parce que nous sommes dans un tournant historique. Les gens qui connaissent l'histoire le comprennent. Ceux qui n'ont pas ne comprennent pas. Après la première indépendance politique qui a été acquise par... Voilà. Pourquoi j'ai mis cela? Parce que nous parlons de trafic d'enfants, mais j'ai mis ce grand homme pour qu'il vous fasse voir la réalité des choses. Les Occidentaux. L'Europe est finie, comme il est en train de dire. Il y a pas mal de gens, quand ils voient Paris qui brille, ils disent « Oh, Paris, c'est beau ». Et ils croient que Paris, c'est beau. Et Paris restera Paris qu'ils connaissent. Mais en réalité, c'est grandement faux. Mais voilà pourquoi la France, elle tue immensement en Afrique. Il tue au Congo RDC. Il tue au Congo Brazzaville. Il tue au Gabon, Cameroun. Il tue partout en Afrique où ça bouge. Pour les pillages des minéraux. Pour les trafics d'organes. Et pour les trafics
d'enfants. Je vous ai fait voir des images. Mais trafic d'enfants ne se passe pas qu'au Congo RDC, même au Congo Brazzaville, même en Centrafrique. Il y a trafic d'organes, trafic d'enfants, même au Gabon, même au Cameroun, même au Togo. C'est la même chose. Partout il y a des trafics. Mais les gens doivent comprendre dans quel monde nous vivons. Mais ce monde-là n'est pas un monde de pitié, hein? C'est pas un monde de paix. C'est un monde pire que des lions, des lions qui vivent en liberté. Hein? Vous voyez dans les grands parcs africains, les lions sont en liberté. Mais l'être humain blanc, occidentaux 666, les tueurs de Patrice Lumumba, ils sont des éléments pires que des lions. Ils sont pires que les hippopotames dans l'eau. Ils sont pires que Hitler. Car eux tous, c'est les arrière-petits-fils d'Hitler. Et ils veulent exterminer tout le peuple noir. Et ils avaient des plans machiavéliques. Quand ils amenaient les femmes, les jeunes filles esclaves, ils les violentaient sexuellement. Ils violentaient sexuellement des femmes noires. Pourquoi? Parce qu'il y avait le plan d'avoir des enfants métis. C'était le plan de l'homme blanc. Mais est-ce que tous les métis qu'ils ont eu à violenter sexuellement les femmes, est-ce que ces métis-là ont eu à être de leur côté? Non. Regardez la preuve, le tiers africain, né au Congo Brazzaville, de père congolais, noir, et de mère française, blanche, mais le tiers africain est de côté du peuple noir. Parce que je suis africain, je suis né en Afrique, je suis métisse, mais je suis noir. À l'intérieur de mon corps là, qui est clair, il y a le son bantou. Le son bantou bat le record. Parce qu'à l'époque, quand on m'a fait passer à l'époque de Hollande la pute, devant des juges français m'ont dit, mais comment vous avez des parents français? Mais pourquoi vous êtes contre la France? J'ai dit non, je ne suis pas contre la France. J'aime la France, mais ce que je demande, de respecter le peuple noir, parce qu'on tue le peuple africain. Le peuple africain, on fait quoi? Je ne suis pas l'ennemi de la France, mais je demande à ce que la France arrête de tuer les Africains. Parce que ces Africains-là, moi je sors de là-bas, je suis né là-bas. Et vous ne pouvez pas me dire d'aimer plus la France que là où je suis né. Je suis né en Afrique. Comment je peux accepter de regarder qu'on tue les Africains? Africains qui sont comme moi. Parce que moi-même je suis un Africain. C'est pas parce que je suis clair de peau. Clair de peau ne veut rien dire. Il y a des blancs qui sont nés en RDC, qui sont nés au Gabon, qui sont nés au Cameroun. Mais quand vous les entendez parler, mais ils aiment beaucoup là où ils sont nés, parce qu'ils se disent africains. Mais on ne peut pas changer cela. Des blancs qui sont nés en Afrique, ils sont africains. Ils sont blancs de peau. Mais quand vous les entendez parler, et quand vous entendez parler un blanc multinational, deux mondes différents. Pourquoi? Parce que le blanc multinational, il faut qu'il tue. Mais le blanc né en Afrique, lui, il ne veut pas tuer. Lui, il veut travailler égaux et égaux. Et c'est ça. C'est ça que l'Africain devrait avoir. C'est ça que l'Africain, nous devrons dire aux hommes blancs. Ils devront respecter le peuple africain. L'homme blanc, quand je parle de l'homme blanc, je parle de ceux qui font la politique. Ceux qui sont des hommes politiques. Oui, mais c'est ceux-là. Je m'adresse à eux. Je ne m'adresse pas aux petits blancs qui sont des travailleurs pauvres, qui gagnent 700, 800 euros ou qui gagnent 1200, 1300 euros. Le monde va mal. Et ce monde, il y a l'argent pour tout le monde. Il y a les richesses pour tout le monde. Mais l'égoïsme vient par rapport à quoi? La haine, la jalousie.
Même le prêtre, regardez, ils font le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais est-ce qu'ils connaissent réellement le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Non. Parce que quand tu connais le Père, le Fils et le Saint-Esprit, est-ce que tu peux baisser le pantalon d'un enfant? Mais eux, ils le font. Donc ça veut dire qu'ils ne connaissent pas le Père et le Fils et le Saint-Esprit. C'est tous des francs-maçons. Mais voilà pourquoi j'accuse le Vatican, le pape, que c'est un franc-maçon. Et c'est la vérité, c'est un franc-maçon. Regardez l'Afrique, ça va mal, hein? Toute l'Afrique va mal. Mais quand je dis toute l'Afrique, je parle de l'Afrique là où les Français sont passés. Parce que là où les Anglais sont passés, ça va un peu. Hein? C'est vrai, au Cameroun, il y a un côté anglais et francophone, ils commencent à se taper dessus. Mais ça, c'est le plan de la France. La France est derrière. Parce que la France se dit, il faut toujours avoir les méthodes de Général de Gaulle. Mais ils ont oublié que l'époque de l'ère du poisson et l'ère du verseau, mais c'est deux époques différentes. Et il y a des gens qui se disent l'époque de Pascal Lissouba, qui a été renversé par Sassou au Congo-Brazzaville. Et eux, ils se disent que l'époque de Pascal Lissouba, c'est la même époque du XXIe siècle, qu'ils pourront revenir aux affaires. Mais deux mondes différents. Cette époque de Pascal Lissouba, elle est révolue. Hein? Mais là, maintenant, 8%. Sassou, il doit partir. Parce que, moi, j'ai toujours dit, il y a des Congolais de Brazzaville, quand ils me voyaient faire tout le temps des trucs sur la RDC, ils disaient, mais toi, tu n'es pas né là-bas. Mais pourquoi tu parles trop d'eux? Mais j'ai dit, vous ne comprenez pas. Mais la RDC, c'est la clé centrale de toute l'Afrique. Quand la RDC va être libérée, toute l'Afrique va être libérée. Mais Patrice Lumumba l'avait dit à l'époque. Nous avons écouté ce grand professeur qui a parlé de Patrice Lumumba. Hein? Mais pas mal de gens, au lieu d'écouter Patrice Lumumba, ils n'écoutent pas. Qu'est-ce qu'ils préfèrent suivre? Le football, qui rend l'être humain africain dans sa tête plus idiot. Mais la Coupe du Monde là, que vous avez acclamée, moi je n'ai pas suivi ça. J'ai refusé de suivre la Coupe du Monde. Mais la Coupe du Monde, depuis des années, je ne suis pas. Pourquoi? Comment on tue au Congo RDC? On viole. Comment on fait des kidnappings d'enfants? Et moi je vais m'asseoir pour regarder le football? Je ne peux pas. Je ne peux pas. Aujourd'hui, nous avons besoin d'un peuple qui puisse comprendre que l'heure, elle n'est plus grave pour l'Africain. L'heure, elle est grave pour l'homme blanc. Et eux-mêmes, ils le savent. Ils le savent. Mais aujourd'hui, l'Africain doit se lever pour parler. Tout Africain doit se lever pour dire, c'est fini les crimes qui se déroulent en Afrique. C'est fini qu'on puisse me prendre pour un gibier. C'est fini qu'on puisse me prendre pour un poulet. Mais tant que l'Africain va se taire, mais l'homme blanc va continuer. L'esclavagisme, ça vous dit rien? Mais aujourd'hui, l'esclavagisme moderne, elle est plus dangereuse que l'esclavagisme d'hier avec les chaînes. Aujourd'hui, c'est mental. Aujourd'hui, quand tu es un noir, tu vas chercher du travail, tu fais un CV. Mais on va te regarder de pied jusqu'à la tête. L'Africain aujourd'hui, au lieu de dire la vérité à l'Africain qui est en Afrique, il ne va pas lui dire la vérité. Il va lui dire, oh, l'Europe, c'est beau. Mais moi, quand j'allais au Congo-Brazzaville, en 96, 2005, quand j'étais là-bas, on me posait la question, mais comment Paris? Nous, on aimerait venir, c'est beau là-bas. On a pris. J'ai dit, surtout pas. Il y a des gens qui dorment dans les métros. Il y a des gens qui dorment dans les rues de Paris. Moi, je disais ça. Et c'est ça que des Africains devront dire aux autres parents africains qui sont en Afrique. Et non de leur mentir, de dire non. Oh, en France, c'est beau. Je vis dans un grand appartement. Il faut que tu viennes, mon frère. Il faut que tu viennes, ma soeur, chez moi. Hein? Ça, c'est eux qui te disent. Mais dès que tu vas quitter l'Afrique pour venir chez ton parent, que tu prends ton frère ou ta soeur, mais tu vas voir la misère qu'on va te faire, mais tu vas te dire merde. Parce que l'Africain est l'ennemi de son frère africain. Mais il faut comprendre cela. Pour
pour que l'homme blanc vienne en Afrique pour tuer Patrice Lumumba. Mais qui a ouvert la porte? Qui a ouvert la porte? Le propre frère noir. Et ça doit être dit. On ne va pas vous apprendre ça à l'université. Hein? Non. Moi, j'ai le drapeau du Congo RDC. Hein? Mais quand je mets ce drapeau sur mon cou, hein? Mais je respecte énormément ce drapeau. Mais le drapeau du Congo Brazzaville, je ne le respecterai jamais. J'avais même déchiré ce drapeau. Parce qu'un drapeau que 8% a pris, il est allé enterrer là où Satan s'assoit, avec la constitution du Congo Brazzaville. Je ne peux pas accepter. J'ai déchiré ça parce que Dieu m'a dit déchire. Sassou aime beaucoup ce drapeau-là. Voilà. Donc, peuple congolais de la RDC, il faut se lever, aimer le Congo, aimer la terre du Congo. On n'a pas deux terres, hein? On n'a qu'une seule. Aimer cette terre. Mais, attendez, le bassin du Congo, mais vous ne voyez pas comment les Blancs vont pour visiter? Mais nous avons tout. Regardez aujourd'hui les Portugais. Le Portugal qui était soi-disant avant bien une puissance. Mais regardez, ils n'ont plus de travail. Ils cherchent maintenant à aller en Angola. En Angola. Et l'ambassade d'Angola, quand ils demandent des visas, on rejette beaucoup de leurs visas. À ces Blancs portugais. Pourquoi? Mais parce qu'à l'époque, quand les Angolais cherchaient à aller en Portugal, ils faisaient souffrir les Angolais. Et demain, vous allez voir, le Congo RDC, le Congo Brazzaville, le Gabon, le Cameroun, d'autres pays africains vont rejeter des demandes de visa que les Français vont faire. Vous allez voir. Parce que dans la vie, la roue tourne. La roue tourne. Mais la France a hyperment fait souffrir l'Afrique. Mais demain, ils vont voir quand l'Afrique va se libérer. Vous allez voir. Les Français, ils auront du mal. Ils auront du mal de venir chez nous en Afrique. Parce qu'ils ont fait immensement mal. Donc, chez nous en Afrique. Mal. Regardez l'Afrique centrale. Comment ça va mal. Regardez la Côte d'Ivoire, comment ça va mal. Mais c'est à cause de qui? L'Afrique centrale, la Côte d'Ivoire, regardez. C'est à cause de qui? La France. Le Cameroun, ce qui se passe. Côté anglophone, qui est derrière? Quand vous allez bien regarder. La France. Pourquoi? Côté anglais, je suis sûr et certain. Il y a pas mal de minéraux qu'ils ont vus dans leurs satellites. Parce que les satellites qu'ils envoient en haut là, hein, c'est des machines espions. Pour bien espionner l'Afrique. Et les satellites là, à chaque seconde, à chaque millimètre de seconde, ça prend des photos, tiac, du sous-sol africain. Et ça, il faut comprendre. Quand l'Africain va comprendre, nous sortirons du gouffre. Parce qu'on doit comprendre. L'Africain ne doit pas être complexé de l'homme blanc. Hein? J'avais fait un direct, j'ai dit, l'homme noir n'a pas besoin de l'homme blanc. Mais c'est la vérité. Le feu rouge des voitures, les feux rouges des voitures, là, qui a créé ça? Qui a fait cela? Qui a inventé cela? Un homme noir. Le congélateur, un homme noir. Le frigidaire, un homme noir. Même les ordinateurs que vous voyez là. L'homme noir, hein, mais on va vous dire l'homme blanc. Parce que l'homme blanc, pour lui, il prend l'homme noir pour un idiot. Que l'être humain noir n'a pas de tête. Mais l'être humain noir a la tête. Moi, je me souviens quand j'allais à l'école, quand j'étais un petit, l'école primaire, le collège. Mais j'étais un enfant hyper moins intelligent. Mais quand un enfant est intelligent, très intelligent, son père doit l'épauler. Mais là où je me suis trouvé en mal, parce que ma mère qui a fait que j'étais venu n'était pas à côté. J'habitais avec des marates, les femmes de mon père. Mais si j'étais avec ma propre mère, ma propre maman, mais je crois qu'elle allait beaucoup m'aider, mais elle n'était pas là. Mon papa, lui, c'était ses affaires, avoir l'argent.
Mais quand on fait beaucoup d'enfants, il faut s'occuper des enfants. Mais je suis là, où est-ce que je suis aujourd'hui? Mais je suis fier parce que je me bats pour le peuple africain. Et je suis fier. Mais une chose, l'Africain doit comprendre une seule chose. Que la terre que Dieu a donnée, il n'y a pas deux fois. Patrice Lumumba, là où qu'il est, quand il me regarde, moi, le tiers africain parler, il est content. Rossi Mukendi qui était assassiné, quand il m'entend parler, il est content. Quand le père Rossi Mukendi m'entend parler, il est content. Et il y a pas mal qui devront maintenant dire la vérité à l'homme blanc. Tant que l'Africain aura peur de dire à l'homme blanc ce qu'il pense, l'Africain restera esclave. Mais ce grand professeur l'a dit. Ce grand professeur, celui-là, il a dit, il a fait savoir. Il a bien dit. L'Africain ne doit pas avoir peur. L'Europe, c'est fini, il a dit. Pourquoi ils sont en train de faire des massacres terribles au Congo RDC? Pourquoi ils sont en train de voler les minéraux? Imaginez, chaque semaine en RDC, plus de 2500 camions des grands poids lourds qui volent les minéraux et sortent de la RDC avec. Chaque semaine, imaginez. Le peuple congolais doit libérer son cerveau parce qu'il y a pas mal qu'on l'a fait endormir avec la musique. Mais moi, je suis fier. Je suis fier de tous les combattants, tous les résistants de la RDC. Hein? Fichot Yaplet. Hein? Lui, il a fait beaucoup de choses. C'est un grand combattant. Mais quand je regarde tous les combattants de la RDC, mais Napé Saka, vraiment tout le temps, mais j'applaudis. Félicitations mes frères combattants de la RDC. À l'époque, quand les Kofi Olomide, tous les musiciens que j'appelle musiciens, venaient chanter à Paris, à Bruxelles, aux États-Unis, il y avait pas mal de poussettes, des jeunes filles mères. Mais grâce aux combattants de la RDC, aux résistants de la RDC, qui ont dit plus de musique à cause de l'histoire de Hippolyte Kanambe, les jeunes filles, les grossesses ont stoppé. Hein? Mais avant, il y avait trop de jeunes filles avec des grossesses. Hein? Mais c'est grâce au travail des combattants de la RDC. Grâce à ce grand travail. Et j'appelle à tous les combattants du Congo RDC de se lever avec un seul cœur, un seul amour. Laissez les petites divisions de côté. Il faut que tout le monde nous soyons un. Et nous allons combattre Hippolyte Kanambe. Parce que, attendez, Moubarak s'il a chuté. Moubarak était un homme plus dangereux que Hippolyte Kanambe, mais il n'est pas parti. Mais comme de fois Hippolyte. Mais il faut que tous les peuples africains, que nous soyons un. Le jour que tous les Africains, nous allons être ensemble. Tous les drapeaux que l'homme blanc a eu à imposer à l'Afrique d'avoir par rapport aux frontières qu'ils ont instaurées. Mais quand nous allons être tous ensemble, quand le Gabonais manifeste, il y aura tous les pays africains à côté, mais vous allez voir, ces pays-là vont trembler. Quand RDC manifeste, tous les pays d'Afrique sont là, mais vous allez voir comment l'homme blanc va trembler. Quand le Congo-Brazzaville va manifester, vous verrez tous les pays africains sont là, mais vous verrez comment l'homme blanc va trembler. C'est de là qu'on peut sortir de la mer. Mais l'Africain doit comprendre. Il n'y a pas à réfléchir 24 heures sur 24. Voilà pourquoi je dis la jalousie, la haine. Il faut Africain à Tikayango. Quand tu fais des petits commentaires dans les publications de certains combattants du Congo RDC, Oti Boma Kolabo,
Oti, Kabila, il faut akende. Et pourtant, Ozoloba, biloko ya malamu. Bango bazoloba pe. Mais dès que Ozoloba. Après, tu commences à voir maintenant, il y a un changement. Hein? Il commence à te bouder. Tu te poses la question, mais na sali bango nini? Quand ils font des directs, Ozotuna, hein? Aza camarade na yo na Facebook. Ozoloba, hein? Je veux intervenir pour dire des choses. Bazo pesa yo parole te. Parce qu'ils se disent que, oh, Aza Congolais à Brazzaville, Aza Congolais à RDCT. Vous avez rien compris. Hippolyte Kanabé, mais il joue avec ça. Patrice Lumumba, je vais remettre ce que le professeur est en train de dire, je vais remettre, vous allez réécouter. Patrice Lumumba, il avait dit, quand le Congo RDC va sortir de la merde, toute l'Afrique sortira de la merde. Mais les Africains ne comprennent pas. Kinshasa. Eux se disent, oh, peut-être il y a Lingi Koyiba, hein? Koyiba va minérer à Bissou. Vous croyez que moi j'ai besoin de minérer? Parce que là où moi j'ai pointé l'homme blanc du doigt. Mais il y a des francs-maçons qui cherchent ma tête. Il y a des Illuminati qui veulent ma mort. Mais est-ce qu'ils vont avoir ma mort? Ils auront 0-0. Parce que moi, je suis un être humain libre. La vie là que Dieu m'a donnée, elle appartient à Dieu. Elle n'appartient ni aux francs-maçons, ni aux Illuminati. Voilà. Mais posez-vous la question, le charisme que j'ai. Vous vous êtes jamais posé la question? Mais regardez l'époque de Patrice Lumumba. Regardez l'époque de Fulbert Youlou, mon oncle. Regardez l'époque de Grégor André Massoua, mon grand-père. Regardez. Hein? Ils avaient des charismes efficaces. Mais moi, les charismes que j'ai efficaces, mais ça vient de mes parents. Et il y a des ancêtres bantous qui sont derrière moi. Mais Emmanuel Macron lui-même, il avait dit, le tiers africain est né avec le style révolutionnaire en lui. Il est né avec. Emmanuel Macron l'a dit. Le tiers africain, comment il parle? Hein? C'est un guerrier, il est né avec. Il a toujours dit, Emmanuel Macron. Regardez comment, quand je parle aux hommes politiques, européens, américains, regardez le charisme. Est-ce que j'ai peur? Et c'est ça que l'Africain doit avoir. Mais tant que l'Africain aura peur, on ne sortira jamais du gouffre. Parce que l'Africain, il aime la vie. Hein? L'Africain, ce qui lui intéresse, Ben W. L'Africain, ce qui lui intéresse, Deep américaine. L'Africain, ce qui lui intéresse, avoir des belles femmes à côté. Là, il montre qu'il a réussi. Biloko ya Pamba. Gloria Senga a fait un direct. Elle a fait un direct. Où est-ce que cette jeune fille, Azolela? Hein? Mais attendez, je vais montrer. Moi, quand je parle, j'aime parler avec des preuves. Nakola Kissa, hein? Comment elle pleurait dans sa parole, dans ses os, tout. Vous sentez que cette jeune est en train de pleurer. Hein? Je vais montrer. J'avais envie de faire mon direct depuis le matin. Mais quand j'ai suivi le direct de Gloria, hein, j'ai dit non, il faut que j'écoute d'abord Gloria. Mais ça m'a fait mal, hein, parce que quand tu écoutes la jeune fille, là, comment elle parle, et c'est une... Non, attendez, mais elle vit au Congo RDC, mais là je crois qu'elle est en voyage. Mais quand elle est au Congo, elle parle, cette jeune fille, elle n'a pas peur, hein. J'ai fait cette vidéo parce que je suis très indignée. J'ai fait cette vidéo parce que je suis très énervée. On ne peut pas comprendre que pendant plus d'une année, que les filles qui pouvaient être les filles de Kabila, ces filles qui pouvaient être nos nièces, ces filles sont prises comme des esclaves sexuels. Elles sont prises comme des esclaves sexuels au Kananga, à Kananga, disons, dans les Kasaï. Plus d'une année. Personne n'ignore les atrocités que la province
du Kasaï a subi et continue de subir. Aujourd'hui, ils ont opté d'opérer dans le silence, loin des médias. Ils commettent des exactions tout le jour. Kabila nous tue tout le jour. Les filles sont prises comme des esclaves sexuels. Banamoura, la milice Kabila, la milice privée de Kabila. On tue nos filles, on viole nos filles dans les Kasaï. Personne n'en parle, personne n'en parle, personne n'en parle. Aujourd'hui, Kabila nous fait un discours vide d'essence, vide de contenu aujourd'hui pour nous parler de sa passion sur le Congo. Alors qu'il y a des filles qui meurent au Kasaï tout le jour, les filles qui sont prises comme des objets sexuels. Les filles mineures, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ne gardons pas silence. Les parents souffrent, les parents souffrent. Voilà. Les parents souffrent. Elle est en train d'appeler l'aide. Hein? Quand vous écoutez cette grande résistante qui vit à Kinshasa, mais là, elle est dehors de Kinshasa, elle est en vacances, je crois. Mais elle parle, vous sentez qu'elle est en train de pleurer. Dans ses os, dans tout, vous sentez qu'elle pleure. Elle se demande où sont tous les Congolais du Congo RDC. Où sont tous les Africains? Hein? Mais s'il vous plaît, aimons-nous, soyons un. Soyons un pour combattre le bateau titanique de l'homme blanc, l'homme multinational, l'homme de la communauté internationale qui ont pris le Congo RDC en captivité. Moi, je suis fier quand je parle du Congo RDC. Hein? Je suis fier et je continuerai à parler du Congo RDC. C'est pas parce que je suis pas né là-bas. Non, ça veut rien dire. Hein? Ce sont mes parents bantous. Ce sont des Congolais comme moi, Congolais du Congo-Brazzaville. Et je défendrai. Hein? Attendez, quand j'étais au Congo-Brazzaville à l'époque, j'avais une belle copine, quinoise, une Congolaise de la RDC, une beauté. Au Congo-Brazzaville, je sortais avec une quinoise, une beauté. Mais pourquoi? Parce que le son bantou ne peut pas refuser l'autre son bantou. Hein? Et donc, un parent bantou, s'il se retrouve dans la merde, l'autre bantou sera là pour le secourir. Et c'est ce que moi je suis en train de faire, parce que Dieu a mis un sens en moi. Aime ton prochain. Mais Dieu, c'est ce qu'il nous a demandé. Aime ton prochain comme toi-même. Hein? Comme là le parent écrit. Que le Seigneur nous aide. Et peuple congolais, lève-toi. Mais oui, c'est vrai. Il faut que le peuple congolais attelle les mains. Dieu nous a déjà aidés depuis. Mike. Hein? Mike Sona. Dieu nous a aidés depuis. Mais c'est l'Africain par rapport au matériel. Parce que beaucoup suivent le matériel. Beaucoup qui makanali. Hein? Ponamongo, l'argent. Il y a pas mal qui cherchent l'argent. Mais est-ce que maman nayo a botakiyo? Est-ce que oyaki nambongo? Quand ta maman t'a mise au monde, est-ce que tu es venu avec l'argent? Quand ta maman t'a mise au monde, est-ce que tu es né avec des maisons? Quand ta maman t'a mise au monde, est-ce que... Excusez-moi. Est-ce que tu es né avec une voiture? Non. Mais voilà pourquoi Salomon avait dit. Le roi Salomon, il avait dit. Tout est vanité de vanité. Mais le jour que l'Africain comprendra, l'Africain va gagner. Il y a des Africains, des Congolais de Brazzaville, plus dangereux que les Congolais de la RDC. Mobutu, à l'époque, on lui avait demandé, si on vous demande de diriger le Congo-Brazzaville, Mobutu a dit à des journalistes américains et français, jamais. C'est un petit pays, mais très dangereux. Oui. Les Congolais de Brazzaville, ils sont plus dangereux que les Congolais de la RDC. Hein? Vous les voyez, ils sourient avec vous. Vous les voyez, ils vont bien parler avec vous, mais derrière, ils ont des calculs
comment faire pour te tuer. Ça, c'est le Congolais de Brazzaville. Et moi, je me méfie beaucoup d'eux. Parce que Dieu m'a donné ce qu'on